va évoluer la maladie. Chaque malade a sa propre évolution de cette maladie. Donc, il y a déjà l'évolution. Les formes cliniques, c'est déjà une évolution de la maladie. Alors, ça a été détaillé hier. Les formes cliniques, il y en a 3, les principales. Vous avez les formes rémitantes récurrentes, c'est les plus fréquentes. Vous avez les formes, c'est-à-dire les formes rémitantes, ce sont celles les plus fréquentes, et celles c'est-à-dire, vous avez récurrente secondairement progressive, c'est-à-dire vous avez la phase récurrente, les phases rémission récurrente, puis après vous avez progression, apparition de l'handicap. Et vous avez les formes progressives d'emblée, c'est-à-dire dès le début, on a des signes qui vont s'aggraver progressivement, et donc il n'y a pas récupération si vous voulez. Donc ça déjà, les formes cliniques, c'est déjà donc une évolution de la maladie. Alors, mais il y a d'autres formes cliniques de la maladie. Alors il y a les formes bénignes par exemple. Alors les formes bénignes, ce sont des formes rémitantes, mais dont les signes cliniques ne sont pas très importants. Par exemple, de simples signes sensitifs, c'est-à-dire que le malade va faire, même s'il va faire plusieurs poussées, mais c'est des signes très banals et le malade va récupérer. Et ça va laisser aucune séquelle. Et ça risque de rester comme ça tout le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme bénigne. Il y a des cèpes bénignes. Il y a des gens qui ont la cèpe bénigne toute leur vie. Carrément. Voilà. Et vous avez, contrairement, la forme maligne, qui est encore plus grave que la forme progressive. Parce que, alors la forme maligne, c'est que dès le début, c'est plus grave que la forme progressive, parce que dès le début, on a des signes très graves. Et les signes très graves, généralement, c'est l'atteinte du tronc cérébral. Donc, tronc cérébral avec surtout les troubles de phonation, de déglutition, les reflux par le nez, etc. Et le risque, donc, de décès rapidement. Donc, ça, c'est la forme maligne. Vous avez même la forme asymptomatique. La forme asymptomatique, c'est... Ok, donc je termine les complications post-café, après on reprend. Parce qu'à 10h30, il y a les étudiants qui vont manger. Donc on est obligé de faire post-café à 11h30, à 11h15. Voilà, très bien, je termine. Donc, et vous avez en plus la forme asymptomatique, asymptomatique jusqu'à quel point, bon, on ne sait pas. Mais enfin, c'est la forme, à un temps T, on a trouvé cette forme asymptomatique. C'est quoi? C'est le malade ne présente aucun signe. Et c'est à l'occasion, la découverte a été fortuite. À l'occasion, par exemple, on fait une IRM suite à un traumatisme crânien, suite à des céphalées, quelqu'un qui fait des céphalées, des migraines, ça ne s'aide pas sous traitement, on fait une IRM, et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des plaques de démyélisation, et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome radiologique. J'ai tout fermé, hein. Je sais pas. Bon, j'ai une voix qui porte de toute façon. Voilà. Je vais crier, c'est tout. Donc la forme asymptomatique, c'est la forme, ce qu'on appelle la forme radiologiquement isolée. C'est-à-dire, on trouve des signes uniquement sur l'IRM, sur les radios, si vous voulez, et il n'y a rien cliniquement. D'accord? Radiologiquement isolé. Alors là, si vous trouvez ça, si vous voulez confirmer la maladie, on fait carrément une ponction lombaire, la recherche de signes inflammatoires au niveau du LCR pour confirmer que c'est bien une sclérose en plaques. Voilà. Mais c'est une forme donc asymptomatique. Alors,
il y a des facteurs qui... oui. Comment cette forme est toujours restée une forme asymptomatique? Non, elle risque de devenir symptomatique quand on ne sait pas. Mais c'est pour ça que je vous dis, à un temps T, c'est-à-dire maintenant, elle est asymptomatique. Quand est-ce que ça va se découvrir? Comme elle peut rester tout le temps asymptomatique. Hein. Voilà, on ne sait pas à l'avance l'évolution. Voilà. Alors, il y a des facteurs qui vont conditionner le pronostic de cette maladie. Alors, parmi ces facteurs, l'intervalle entre les deux premières poussées, c'est très important. La première et, si vous voulez, la deuxième poussée. Plus cet intervalle est prolongé, plus le risque d'avoir l'handicap, si vous voulez, est retardé aussi. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc, l'intervalle entre les deux premières poussées. Et vous avez l'âge de début. L'âge de début, c'est plus la maladie arrive, si vous voulez, entre le 20 et 40 ans comme ça, plus c'est une forme, si vous voulez, supportable. C'est la forme rémitante récurrente. Donc l'handicap est retardé aussi. Et plus la maladie arrive tardivement, et plus le malade reste. Pourquoi tardivement? Parce que les formes tardives, généralement, c'est directement soit la forme progressive, soit des signes moteurs, et le malade récupère de plus en plus mal, et ça conduit très vite à un handicap. Donc, c'est les formes généralement médulaires, avec des troubles moteurs, les troubles sphinctériens, etc. Et le malade récupère de moins en moins bien, très vite, de moins en moins bien, jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Donc voilà les signes, si vous voulez, de mauvais pronostic. C'est-à-dire qui conditionnent le pronostic. L'intervalle entre les deux premières poussées et l'âge de début. Alors, vous avez aussi, pour les formes tardives, comme je vous ai expliqué, les formes tardives, tout de suite, c'est généralement c'est la forme progressive d'emblée. La plupart du temps, c'est la forme progressive d'emblée. Et donc, les signes vont s'aggraver très rapidement et donc vont conduire à un handicap. Oui. Ça concerne l'âge supérieur à 40 ans ou là? Je suis juste supérieur à 40, 50 ans. Oui. Généralement, à partir de supérieur à 40 ans, c'est les formes tardives. D'accord? Parce que l'âge de prédilection, si vous voulez, c'est entre 20 et 30 ans. D'accord? Plus de 40, 50 ans, c'est les formes tardives. Et vous avez des formes juvéniles, on peut avoir des formes juvéniles aussi, c'est-à-dire c'est des formes de moins de 16 ans, des formes de l'enfant. Et on en voit de plus en plus. Hein. Alors là, chaque fois, on nous appelle en pédiatrie, il y en a de plus en plus les formes pédiatriques. Les formes pédiatriques, elles évoluent bien, au début elles évoluent bien. Le problème c'est que quand c'est des formes pédiatriques, ça avant 16 ans, même si c'est rémittant, après 15, 20 ans, imaginez, l'enfant il arrive vers 30, 40 ans. Donc déjà 30, 40 ans, il commence à avoir des complications, de l'handicap, etc. Donc même si au début c'est une bonne forme, mais à la longue vue, l'âge de début, les handicaps, il va arriver vers un âge d'adulte jeune, c'est vous. Voilà, c'est ça ce qui n'est pas. Attention à l'ADN. Quand c'est voilà. l'enfant, attention. Attention, voilà. Quand en pédiatrie, quand on nous appelle et quand ils suspectent une sclérose en plaques, il faut d'abord éliminer un ADEME. D'ailleurs, l'ADEME, parfois, il évolue vers la sclérose en plaques. Absolument. Oui, mais d'abord, il faut éliminer. Voilà. Et en plus, vraisemblablement, malgré que plus quand on va au nord, chez les Français par exemple, ils ont plus de sclérose en plaques, c'est évident. Ils sont plus au nord. Sauf que les nôtres, et particulièrement les pédiatriques de chez nous, c'est des cas plus sévères que ce qu'ils ont chez eux. On ne sait pas pourquoi pour le moment. Même les émigrés, même de la deuxième et de la troisième génération, qui sont d'origine algérienne ou maghrébine en tout cas, marocains, tunisiens, c'est des formes plus sévères que les caucasiens.
Les formes maghrébines sont plus sévères, effectivement, que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il peut y avoir des facteurs génétiques environnementaux spéciaux. Donc voilà, l'ADEME, c'est l'encéphalomyélite aiguë disséminée, qui est plutôt une maladie, voilà, infectieuse suite à une vaccination, une infection, etc. Et là, donc, quoique, beaucoup d'ADEME peuvent évoluer après vers une sclérose en plaques. Il y a des ADEME, comme on a dit, c'est vrai qu'elles sont monophasiques, mais elles peuvent être polyphasiques, ça peut faire de lit d'une sclérose en plaques. C'est-à-dire que c'est ADEME confirmé, soi-disant, et ça évolue vers une sclérose en plaques. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose de commun tout de même. Alors, on a essayé de chercher donc les facteurs de pronostic, et bon, là, je me répète un peu, c'est surtout l'intervalle entre les deux premières poussées, surtout, et l'âge, toujours l'âge, avant 25 ans, 25, 30 ans si vous voulez, c'est les formes rémitantes qui sont, bon, entre parenthèses, de bonne forme, mais de toute façon, après 10-15 ans, ça va évoluer progressivement aussi vers l'handicap. Et les formes donc tardives qui évoluent très vite vers l'handicap. Alors, il y a des facteurs qui peuvent influencer l'évolution de la sclérose en plaques. Parmi ces facteurs, les traumatismes. Donc, ça a été dit au XXe siècle, si vous voulez, des études ont été faites et ça a confirmé, si vous voulez, l'aggravation de la maladie ou l'apparition de nouvelles poussées suite à un traumatisme. Et ces traumatismes, alors ça va de l'intervention chirurgicale à la simple extraction dentaire. D'accord? Tout ça, alors l'extraction dentaire, l'intervention chirurgicale, les traumatismes sur la tête, la colonne, les entorses, fractures, etc. Et surtout l'électrocution. Ça a été démontré que l'électrocution favoriser l'apparition de ça plus que les autres traumatismes. Donc voilà, et récemment ça a été confirmé, ces études-là ont été confirmées, et donc seulement il y a des gens qui croient que la ponction lombaire favorise l'apparition de la poussée, et ça a été démontré que c'est faux. D'accord ? Alors, donc, les traumatismes favorisent l'apparition de nouvelles poussées ou aggravent carrément la maladie. Les infections. Les infections, donc ça a été confirmé aussi que les infections respiratoires pouvaient faire apparaître aussi de nouvelles poussées. C'était donc de nouvelles poussées ou bien pouvaient aggraver la maladie. Je ne vais pas détailler parce qu'à midi et quart, il faut que... Les vaccinations. La vaccination, comme facteur, si vous voulez, aggravant l'évolution, c'est surtout la vaccination de la grippe. Pour un adulte, surtout la vaccination de la grippe. Et bon, au début, ça a été un peu discuté, comme quoi la vaccination de la grippe aussi favorisait l'apparition d'handicap, de poussées, etc. Mais des nouvelles études ont discréditer, si vous voulez, cette hypothèse, et on peut se faire vacciner. On a même remarqué, on a fait une étude sur des malades, on a fait une étude sur l'IRM, si vous voulez, les IRM des malades, une année avant la vaccination et une année après la vaccination. Et on a remarqué que l'année d'après, après la vaccination, il n'y avait pas beaucoup de poussées, il y avait moins de poussées et moins d'apparition de plaques sur l'IRM. Et donc on a même conclu que la vaccination de la grippe était bénéfique pour cette maladie. Et donc maintenant la vaccination pour la grippe est recommandée chez les malades CEP. Voilà, ça améliore même cette maladie. Le stress et les contrariétés. Alors, la grande majorité des études donc, ont montré le lien entre le stress, les problèmes, les contrariétés, etc., au travail ou à la maison et l'apparition de la maladie. La grossesse. Alors, la grossesse,
vous avez l'influence de la sève sur la grossesse et l'influence de la grossesse sur la sève. Alors l'influence de la sève sur la grossesse, n'y a rien du tout. Donc ça ne touche pas la fertilité de la femme. Ça ne touche pas le bon déroulement de la grossesse. Ça ne touche pas la délivrance, si vous voulez, l'accouchement. Ça ne donne pas d'avortement. Ça ne donne rien du tout. Elle n'a aucun effet, la sclérose en plaques, sur la grossesse. Et il y a ça. Même pour le... Oui. Madame, au cours du travail, bien, au cours de l'accouchement humain, les contractions éthérées, est-ce que c'est impliqué ces contractions? Que ça n'a pas plus de risques que chez une femme qui n'a pas la maladie. C'est les mêmes risques, si vous voulez. Pourquoi vous avez pensé, qui a posé la question? Vous avez pensé à quoi? Sauf si la malade elle est en poussée au moment de l'accouchement. C'est une contraction éthérée. Bien sûr, il y a la contraction musculaire sur un effet direct du système nerveux. Non? C'est hormonal, oui. Oui, c'est hormonal. Mais aussi le système nerveux. Mais l'innervation, c'est musculaire. Oui, oui. Malgré la tête, c'est central. Mais c'est-à-dire qu'elle influe, la contraction éthérique, les muscles squelettiques, c'est différent. Elle n'a aucun effet sur les muscles de la musculature lisse, par exemple. La musculature des vaisseaux sanguins, la paroi des vaisseaux sanguins, sur la tête cardiaque. Mais je connais des dystrophies, par exemple, il y a une anomalie chromosomique avec une déficience protéique qui va donner une atteinte du muscle squelettique et du muscle cardiaque, qui est en même temps ni squelettique ni lisse. Il a les deux caractéristiques. Là, il y a un effet direct. Mais par rapport au muscle utérin, c'est-à-dire, je ne vois pas l'analogie avec la musculature squelettique. Il y a une hypertonie spastique, mais c'est parce que c'est un tissu musculaire. Il est squelettique. C'est un muscle strié. Le muscle utérin, genre. C'est-à-dire à moins que le docteur pense que la malade est en poussée au moment de l'accouchement, peut-être, non? Pour c'est ça que j'ai pensé. Peut-être. Je vois de l'asthénique. Eh ben, si c'est le cas au moment de l'accouchement, on peut faire un bolus. Hein, on peut faire les bolus. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas fait les 3 premiers mois. Pourquoi il s'est programmé pour une césarienne? Ah oui, c'est sûr, au moment de l'accouchement, c'est sûr que c'est la césarienne. Moi, je pense, c'est-à-dire à la poussée de sève. À la poussée de sève, vous pouvez faire. Juste à détailler un petit truc. Quand on dit l'asthénie, Moi, je suis pas l'asthénie. ben, justement, Je suis fatigué, je suis crevé. Mais fatigué, je vais prendre un bidon de 10 kg. Fatigué, c'est l'équivalent de l'asthénie en termes banals. Mais la faiblesse musculaire, c'est autre chose. Elle peut être neurogène, elle peut être centrale. Là, il y a une anomalie centrale qui va vers le muscle en question. Et quand on a un déficit, on ne peut pas soulever. La force musculaire est basse. On est affaibli. C'est différent. Muscle utérin, c'est pas le muscle squelettique. Il ne subit pas la désinhibition pyramidale. Il ne va pas devenir spastique ou se relâcher. Non. De toute façon, comme l'a dit la consoeur, si vous voyez que la malade est en poussée, je vous informe que les 3 derniers mois, on peut faire un bolus. Hein, on peut faire. Bon, nous, ce qu'on demande d'un certificat de sa gynécologue pour être couvert, mais sinon, on peut faire le bolus. Le bolus essentiel, c'est que ça ne soit pas fait les 3 premiers mois. C'est tout. Mais sinon, vous pouvez faire un bolus de corticoïdes. Et si la femme, elle fait une poussée, qu'elle est en train d'accoucher, bien sûr, c'est la césarienne. Bien sûr. Quel est les 3 premiers mois en cas de poussée, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas faire de bolus? Si elle est en poussée, on peut temporiser. On peut temporiser. On fait. Les 3 premiers mois. C'est-à-dire qu'il y a des risques. La grossesse, c'est après. Et si les essais sont importants? Quelqu'un qu'on ne fait pas, mais si la poussée est très importante. Très importante, on prend le risque par rapport à l'enfant, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est très important. On peut tenter les échanges plasmatiques. À la limite. À la limite, voilà, on peut tenter ça. Mais un bolus, c'est comme les anti-inflammatoires qui sont contre-indiqués les 3 premiers mois. Maintenant, si c'est des signes très très importants, on peut y aller
quitte à... Parce que la femme, quand elle a son enfant, c'est... Quel que soit le moment de la grossesse, on donne. Enfin, j'ai pas vu que il faut laisser. Les 3 premiers mois, c'est comme un peu... En général, c'est toujours les 3 premiers, c'est toujours problématique. Pour tout. Voilà. Surtout 1 gramme de solumédrol, 3 par jour. C'est sûr que la malade va faire des hémorragies, elle va... Donc ça, c'était l'influence de la SEP sur la grossesse. Finalement, il n'y a aucune influence, il n'y a rien du tout. Maintenant, l'influence de la grossesse sur la sclérose en plaques, ça a été démontré que c'était même bénéfique. Qu'au moment de la grossesse, il y avait moins de poussées. Pratiquement, il y a des femmes qui ne font pas du tout de poussées au moment de la grossesse. Mais que juste après la grossesse, des fois, il y a une réactivation. Si je peux me permettre. Oui. Effectivement, par rapport à ça, c'est un point important. C'est que, vraisemblablement, qu'est-ce qui différencie la femme enceinte d'une femme qui n'est pas enceinte? C'est le problème hormonal, enfin, les fluctuations hormonales qui sont physiologiques. Et il se trouve que, on s'était dit, waouh, pendant la grossesse, ça va bien. Eh bien, on va tenter de traiter par les oestrogènes. Et même par la testostérone chez les hommes. Et ça donne de bons résultats. Sauf que, la testostérone mieux. Mais chez la femme enceinte, la différence, c'est que la femme, elle est imprégnée d'œstrogènes naturels. Et on n'arrive pas à avoir des oestrogènes naturels. Et donc, on donne des oestrogènes synthétiques, et c'est pas la même chose. Malheureusement. Oui, c'est un peu, mais les oestrogènes, c'est des oestrogènes naturels. Si on pouvait les avoir, les oestrogènes naturels, et en les donner, ça aurait été génial. Alors, on traiterait en dehors du process. Donc voilà, pour ce qui est d'un autre facteur favorisant l'évolution, la SEP et chaleur. Pour éviter l'apparition des poussées après la grossesse, c'est l'indication de césarienne. Ah, au moment d'accouchement, la malade, si vous voulez, elle ne va pas nous faire une poussée le jour de l'accouchement, ou elle fait un peu avant, ou elle fait un peu après. Si elle fait avant, donc on fait le bolus effectivement. Et si elle est fatiguée, elle ne peut pas accoucher normalement, ou bien on peut lui faire la césarienne. Il y a une indication de la césarienne ou on peut accoucher normalement. Elle peut accoucher normalement. Si elle peut accoucher normalement, c'est tant mieux. Ah, c'est tant mieux, bien sûr. C'est pas vraiment. Ça n'a rien à voir. Parce que la chirurgie, ça aggrave. C'est la chirurgie qui aggrave. Des fois, exactement, la chirurgie, elle peut même aggraver si on fait une césarienne. On voudrait bien qu'elle accouche normalement. C'est-à-dire que... d'une façon générale, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de risque plus que chez une femme normale. En ce qui concerne, si vous voulez, la césarienne, concerne l'accouchement. Il n'y a pas plus de risque qu'une femme normale. Voilà, qui n'est pas malade, je veux dire. Voilà. SEP et chaleur. Alors, on a remarqué que, par exemple, quelqu'un qui fait une névrite optique, il va faire une baisse de l'acuité visuelle, on lui donne un bolus, il récupère. Mais des fois, à l'occasion d'une fièvre ou d'une exposition à la chaleur, il fait une réapparition de cette baisse de l'acuité visuelle ou d'un autre signe, des autres signes. Donc réapparition de ces signes et après ça disparaît. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'UTOF, le phénomène d'UTOF. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois les gens sont affolés, ils viennent nous dire hop, je fais une autre poussée. C'est pas là, baisse l'acuité visuelle, je fais une autre poussée. Et là, il faut savoir que la poussée, comme on l'a dit, ça va, il faut que ça dure longtemps, plus de 24 heures. Et là, le phénomène du temps, il ne dure pas longtemps. D'accord? C'est quelques heures, ça peut... et ça disparaît. Ça peut réapparaître dans la même journée, mais l'essentiel, ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas le temps de la poussée. Voilà. Et même quand ça dure et que c'est en relation avec la température, avec une infection, on ne considérera pas que c'est une poussée. Voilà. Voilà. Tant que c'est la chaleur qui a... Donc il a une fièvre, et il fait très chaud, etc. C'est ça qu'elle... On ne considère pas que c'est une poussée. Exactement. Elle a été chez etc. Donc ça c'est clair que... Donc, même c'est déconseillé Ah pour, oui, pour les malades. comment? Ah, c'est déconseillé, bien sûr. Bien sûr. Même la chaleur, ما تدخلش في الصيف من العشرة. Voilà. Elle sort pas pour faire un endroit climatisé. C'est pas les signes paroxystiques. C'est le phénomène du taf. Oui, ça survient, ça peut, par rapport au paroxystique, quelques secondes, quelques minutes, ça peut durer. Et ça, on considère pas ça comme une poussée. Pas du tout.
Il faut surtout pas se tromper pour ne pas exagérer et donner des corticothérapies à tort et à travers. La plage du conseil. C'est chaud là. C'est pas l'exposition au soleil. Non, C'est la c'est la chaleur. chaleur. Et c'est vrai quand on est exposé, oui, on reçoit de la chaleur. Mais on peut, même si quand on n'est pas exposé, on reçoit de la chaleur, non. Donc, pendant l'été, comment faire la part des choses entre pousser et... Non, on leur dit ne vous exposez pas à la chaleur. Si elle s'expose à la chaleur, elle a une des symptômes. On considère que c'est une poussée. On pose l'interrogatoire, on pose la question. راحت للحمام راحت في العرس والسخانه وما كاش كليماتيزور راحت لابلاج خلاص on considère que c'est une poussée. On dire que c'est une poussée en dehors d'une infection fébrile ou là en dehors d'un contexte de pyrésie, de température. Pardon. Non, je t'en prie, au contraire. Alors, donc ça c'était des facteurs qui pouvaient interférer donc avec l'évolution, aggraver un petit peu l'évolution. Vous avez aussi l'évolution et c'est au travail. Donc au travail, ça a des conséquences, si vous voulez, la SEP a des conséquences professionnelles et socio-professionnelles. Généralement, le malade fait des absences plus que les autres travailleurs. Il a moins de productivité. Il y a des risques d'erreur, parfois à cause de début de troubles cognitifs, etc. Il y a des risques d'erreur, soit des troubles cognitifs, soit parce qu'il est déprimé, il est anxieux, etc. Il risque de faire des erreurs dans son travail. Et donc tout ça, c'est ce qui fait que le malade ne peut pas s'acclimater, ne peut pas continuer, si vous voulez, à travailler dans ces conditions. D'accord? Donc ça, c'est si vous voulez, un problème d'évolution de la ASEP au cours du travail. On me dit d'aller vite, donc je le dis. Alors, les autres complications, bien sûr, ça a été décrit par Dr. Shkor avec le traitement, c'est les complications, si vous voulez, de la maladie ou bien des poussées. Les poussées, ça peut laisser des choses comme ça, comme la spasticité, les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire la fatigue, la dépression nerveuse. Alors, il y a des symptômes qui font partie de la maladie, comme par exemple la fatigue. La fatigue, c'est un signe qui fait partie de la maladie. Il y a des signes comme la spasticité qui sont secondaires à des poussées. C'est une poussée pyramidale qui a laissé une spasticité comme... il y a par exemple la dépression nerveuse qui est une des complications, donc une complication psychologique de la maladie. Je crois que j'ai fait le tour, je vous remercie. Je n'en connais pas grand-chose, mais enfin, bon, la SEP, c'est comme toute maladie chronique, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le psychologique, bien sûr, et c'est des malades, si vous voulez, qui vont, dès l'annonce de leur diagnostic, ils vont développer des troubles de l'humeur, de l'anxiété et surtout de la dépression. Ils n'acceptent pas leur maladie et donc ils vont déprimer. Et ça va impacter leur qualité de vie, et leur vie et la vie de leur entourage surtout. Hein, leur entourage. Alors, le rôle du psychologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaluer les signes cliniques que présente le malade, alors soit de la dépression, de l'anxiété, des troubles cognitifs, etc. Et il va donc accompagner, bien sûr, ce malade au fil de sa vie de malade. Alors, le rôle, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de psychologues dans nos structures hospitalières, il n'y a pas, dans toutes les polycliniques, dans tous les hôpitaux, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a presque pas. Il y a des hôpitaux où il y a des psychologues et d'autres non. Et même ces psychologues-là, ils doivent être formés dans la sclérose en plaques. Formés pour annoncer le diagnostic, pour accompagner ces malades, etc. Donc, les malades, des fois, ils se tournent vers les psychologues du privé, et des fois, ils n'ont pas forcément les moyens pour le faire, d'autant plus que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, voilà. Bon, nous, à Batna,
quand même, ce qu'on fait, c'est des journées de sensibilisation où on ramène tous les malades 2-3 fois par an. On va ramener tous les malades, on leur fait une journée de sensibilisation et on ramène un psychologue, un rééducateur, le neurologue, etc. Et on leur fait même des petits ateliers comme ça de psychothérapie. Voilà. Et de toute façon, on a une psychologue qui fait partie de l'association des malades CEP. On a une association de malades CEP, la présidente était là ce matin. Donc, on a notre rééducateur qui fait du très très bon travail, vraiment, il fait du très bon travail. Même quand tu vois que ça donne des bons résultats sur les troubles de l'équilibre, ça donne d'excellents résultats. Donc on a un rééducateur et on a une psychologue qui s'occupe de nos malades. Voilà. Mais c'est dans le cadre de l'association des malades. Voilà. Donc le psychologue, comme je vous ai dit, il doit, quand il fait les entretiens, tout de suite, c'est-à-dire essayer de trouver tout de suite des signes qui vont prédire que le malade va faire une dépression, une anxiété, des troubles cognitifs et essayer tout de suite de contenir ces signes-là avant, si vous voulez, l'aggravation de ces signes. Et puis il y a autre chose, le fait c'est une bonne idée que de les rassembler, quand ils les rassemblent, parce que la psychologie de groupe, parce que les patients en général, quand ils tombent malades, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et quand ils voient que beaucoup sont comme lui, et pire, certains sont pires que lui, ils se contentent de ce qu'il a déjà. Ramener vers le psychologue, c'est ça qui pose problème au début. Justement, nous on a fait cette journée de ça parce qu'au début on les envoyait. Moi quand je suis venue ici, il n'y avait pas cette prise en charge, il n'y avait pas l'association des malades. Donc ce qu'on a fait, c'est créer déjà l'association des malades et ça marche très très bien. Et puis quand on les envoyait, quand en consultation, je leur disais d'aller chez le psychologue, tout ça, bon, ils tiquaient un petit peu, d'aller chez le rééducateur aussi, tiquaient un petit peu. Mais avec cette association de malades, comme a dit Dr Choukor, le fait de se rassembler, d'ailleurs, ils sont tous contents hein, quand ils viennent aux journées de sensibilisation. Ils sont vraiment très contents. Ils viennent là, ils s'échangent des idées, etc. Des fois, on les amène même dans les excursions. Hein. On les a amenés à Biskra, on les a amenés à la plage. On les a amenés. Non, bon, moi, je n'ai pas été, bien sûr, mais j'ai expliqué comment faire. D'ailleurs, ce n'était pas la période chaleur, c'était fin septembre. Voilà. Donc, ça déjà, c'est une psychothérapie. Le fait de les rassembler dans des journées comme ça, de les emmener dans des excursions, ça c'est déjà une très grande... On fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Et on a une psychologue, maintenant on a la psychologue et le rééducateur dans le même cabinet. Donc on envoie nos malades et ils sont très très bien pris en charge. J'ai vu dans un service à l'étranger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les mélangeaient, ils faisaient une journée pour un week-end, pour n'importe quoi. Voilà. Et ils ramenaient des cancéreux. Chute de cheveux, pas de sourcils, tout part en sucette. Ah, il va se dire finalement je suis très bien. Chimiothérapie, un axe habillé. Rien, un autre habillé, il va se croire, vraiment il va se dire vraiment je suis bien. Alhamdoulilah finalement. Toujours l'idée, l'humain, quand il se compare, s'il se compare à mieux, il est heureux. Quand il se compare à pire, il est satisfait. Exactement. Voilà, toujours. C'est le contraire. Il m'avait dit, je préfère être cancéreux et que les gens le sachent que d'être de vivre avec une sclérose en plaques où les gens ne savent pas que j'ai mal. C'est une autre philosophie. C'est pour ça que le côté psychologique est très difficile. C'est parce que vous savez, l'humain, au fond, l'humain. Dit, et le traitement, les effets secondaires, ça, c'est primordial. Donc, il y a ça. Ensuite, donc, le malade, il doit être il y a un groupe, il y a le médecin, l'infirmier, etc. Et le malade, il doit faire partie de ce groupe. Ne pas le considérer comme un malade. Non, c'est un groupe où le malade, c'est un acteur de ce groupe. On le met
comme nous, un acteur et on discute, tout le monde discute, d'accord? Donc, le malade, il doit acquérir une autonomie par rapport à son traitement. D'ailleurs, c'est la première. Maintenant, chez nous, cette éducation thérapeutique, pour le moment, la gérer, ça se résume à ça. C'est-à-dire l'infirmier qui va apprendre au malade à s'auto-injecter. Pour le moment, c'est en fait, l'éducation thérapeutique, le programme, il n'y a pas que ça. C'est un tout. Mais pour le moment, la gérer avec ça. C'est-à-dire, on ramène les malades, il y a l'infirmier, le médecin, etc. Et l'infirmier va apprendre aux malades à s'auto-injecter. Mettre auto-injecteur, donc on leur apprend comment injecter avec la seringue ou l'auto-injecteur. Et donc le malade, il va être autonome. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, dans une polyclinique, d'attendre l'infirmier, son voisin infirmier ou médecin de lui faire l'injection. Il va donc pouvoir faire donc, cette injection tout seul et donc devenir autonome. Il n'a besoin de personne. Soit donc le malade, soit on apprend un membre de sa famille. Si le malade ne veut pas, ou qu'il a des troubles cognitifs, ou qu'il a... Donc on apprend l'essentiel c'est qu'il soit autonome. Chez lui, il fait ses injections tout seul. Donc voilà, expliquer la maladie, les traitements, le rendre un membre de notre groupe, lui apprendre à s'auto-injecter, lui apprendre à gérer les effets secondaires. Donc on va lui dire par exemple, je vais te... L'interférent, je te donne l'interférent. L'interférent, quand tu l'injectes, tu vas avoir un syndrome grippal avec céphalite. Tu vas avoir un syndrome grippal. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est comme un vaccin. Moi, je leur dis, c'est comme les bébés quand on les emmène pour la vaccination. Ils font la fièvre, tout ça. Bon, tout de suite, ils savent ce qui les attend. Et que ce qui les attend, c'est banal. Ça arrive à un bébé quand il se fait vacciner, ça arrive là, donc c'est banal. Voilà. Donc, il faut expliquer dès le début ce qui va atteindre le malade, comme effet indésirable, etc. Donc voilà. Donc là, il va mieux gérer ses effets secondaires, mieux gérer les complications donc, de son traitement. Il faut mener à bien, faut l'aider à mener les projets qu'il a dans la tête. C'est un malade qui veut par exemple voyager. Il va se dire, j'ai la sève. Peut-être que si je voyage, je vais avoir une poussée à l'étranger, je vais être... Donc il faut l'aider. Il a un autre projet par exemple de se marier. Une femme, elle va se marier, elle va se dire peut-être que je vais aggraver ma sève ou ma sève, elle va aggraver mon cas, etc. Peut-être que c'est une femme qui va avoir des enfants. Il faut donc l'aider à réaliser ses projets, leur expliquer qu'elle peut se marier, elle peut avoir des enfants, l'essentiel, c'est qu'elle se fait suivre correctement chez son médecin, c'est qu'elle prenne correctement ses médicaments, etc. Donc là, il y a des gens qui, s'ils ne sont pas aidés comme ça, là, ils ne vont rien faire. Ils vont se dire, voilà, j'ai la sève, j'ai un handicapé, ni mariage, ni enfant, ni projet, ni voyage, ni je vais travailler, ni rien du tout. Donc là, aider les gens à mener à bien leurs projets. Voilà, les projets qu'ils ont. Alors, parler des difficultés, exprimer le ressenti, et ça, c'est le rôle du psychologue. Ce groupe-là de l'éducation, du programme d'éducation thérapeutique, donc doit comprendre bien sûr un psychologue. Et le psychologue, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit comprendre, détecter l'anxiété, la dépression, etc., la traiter dès le début, avant complication. Donc, il doit... ce groupe-là doit comprendre donc un psychologue. Donc voilà, et c'est tous ces acteurs-là, il faut qu'il y ait tous ces acteurs. Cette éducation thérapeutique, elle doit se faire régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire, on ne va pas l'éduquer une fois au début de sa maladie et ça, on le laisse tomber. Non, ça doit se faire régulièrement, on doit recevoir le malade, lui faire à chaque fois pour qu'il ne se sente pas abandonné et qu'il sache mieux gérer sa vie de sclérose. Voilà. Voilà, je ne sais pas la peine de trop vous détailler. L'essentiel, c'est que les programmes d'éducation thérapeutique à l'étranger, ça se fait partout. Dans tous les hôpitaux, ils ont leur programme d'éducation thérapeutique. Et j'espère que chez nous, on a commencé déjà avec les auto-injections, etc.
j'espère qu'un jour, on aura pour le scléreux son groupe. Voilà, le groupe P, le médecin, le généraliste, le neurologue, leur éducateur, hein, et donc ils vont à chaque fois retrouver le malade et lui faire cette éducation thérapeutique. Voilà, je vous remercie.